Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. Ici Denis Gauthier, en compagnie de mon collègue Jasmin Leroux. Voici ce qui vous attend cette semaine à l'émission. La chronique équipement avec le spécialiste Éric Dupont, qui présentera les meilleurs sacs de hockey disponibles sur le marché, et le segment Sur la glace, dans lequel Alexandre Jacques viendra nous parler de l'approche au parterre en zone restreinte. Et toi, Jasmin, t'as quoi pour nous cette semaine? Moi, cette semaine, je vous propose une entrevue avec l'ancien petit guerrier du Canadien de Montréal, ancien défenseur de la LNH, Francis Bouillon, qui a vraiment eu un parcours pas piqué des verres, ça on peut le dire, et qui a vraiment prouvé que l'expression « tous les chemins mènent à Rome », elle s'appliquait vraiment dans son cas. Il en a eu vraiment tout un chemin très spécial. Mais d'abord, Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, est avec nous cette semaine pour parler des échecs et de comment les jeunes hockeyeurs et hockeyeuses peuvent arriver à composer avec cela lorsque ça leur arrive dans leur carrière. Parfait. Alors, Hockey Magazine, c'est parti! Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Je suis en compagnie de Sylvain Guimond, titulaire d'un doctorat en psychologie sportive et également auteur du livre à succès, Le succès et le leadership, une histoire de cul, un titre qui fait à chaque fois bien sourire. Sylvain, je te parle cette semaine de la relation entre le parent, qu'il soit adulte, parent ou entraîneur, avec le jeune. Et ça, c'est à chaque fois un sujet qui, dans le hockey, revient. Oui, un sujet très délicat. Je te demande d'abord de nous expliquer les premières étapes de la relation entre le parent ou l'entraîneur avec le jeune, en bas âge, à 5 ou 6 ans. Là. Le parent avec le jeune, en fait, on a chacun un rôle bien différent. Quand on est entraîneur, ce qu'on veut, c'est surtout le bien de l'enfant. Quand on est parent, c'est la même chose aussi. Ça devrait être la première prémisse qu'on a tout le monde, de dire tout ce que je fais en ce moment, je le fais dans le bien de l'enfant. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on retrouve souvent dans le monde du hockey qu'on va avoir des parents qui vont être obligés de coacher, pas nécessairement parce qu'ils le veulent, mais souvent parce que ça demande beaucoup de bénévolat. Puis ceux qui sont là, puis ils suivent leur enfant de toute façon, sont là. Il faut s'assurer qu'on sépare bien lorsque je suis parent avec mon enfant et lorsque je suis entraîneur. Lorsque je suis entraîneur, j'ai un rôle précis, puis quand je suis parent, j'ai un autre rôle précis. Il ne faut pas que ce soit mêlé avec le jeune. Il faut que j'aie le respect de ça, puis ne pas être plus dur ou plus... ou donner des passes droits parce que c'est notre enfant. Il faut essayer d'être le plus juste possible. C'est une ligne qui n'est pas facile à tracer. Là. Ce qui est vraiment pas facile à tracer. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est lorsque c'est des gens qui sont pas parents avec les enfants qui vont coacher parce qu'on a une neutralité, puis habituellement, c'est mieux. Mais on sait que dans notre monde, dans le monde du hockey, c'est pas toujours évident. Donc, on doit demander aux parents de le faire. Et le parent doit vraiment être... faire attention, justement, de ne pas mettre de la pression indue sur notre enfant parce que c'est notre enfant, parce qu'on veut qu'il performe mieux que les autres, tout ça, parce que c'est pas le cas. Le but du sport, c'est que le jeune se développe à devenir des jeunes adultes aimants, responsables. Donc, on veut les encadrer et le plaisir doit rester au centre et la première préoccupation de tout le monde qui sont dans le monde du hockey ou du sport. La fin de ta réponse m'amène à te poser une autre question. Les parents doivent prendre conscience que, volontairement ou involontairement, ils ont énormément d'influence sur le jeune. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que peu importe les agissements du parent, bien souvent, le jeune va prendre pour acquis cela. Là. Souvent, le parent est pas mal intentionné. Moi, je compare qu'un athlète ou un jeune garçon ou une jeune fille qui joue au hockey, c'est comme s'il était dans une petite boîte. Et on est des intervenants autour de cette boîte-là. Si je le pousse constamment et que le jeune n'a pas la motivation par lui-même d'avancer, bien, un jour ou l'autre, ça va faire défaut puis ça ne fonctionnera pas. Si je suis obligé de le tirer constamment, ça ne fonctionnera pas non plus. Et si je suis obligé de le menacer ou de l'écraser, bien, je l'envoie vers le bas. À jamais, à aucun moment, j'ai élevé cet enfant-là, cet athlète-là. La seule façon de l'élever, c'est de le prendre par-dessous et donc de le supporter. Donc, l'image, elle est très claire. Je supporte mon enfant et ça en l'encourageant. Lorsque je l'encourage, je l'amène à se mettre en action lui-même et là, l'enfant va s'élever. Et ça, c'est l'image que je trouve qui est très puissante, que j'ai développée dans un des livres qui s'appelle « Hockey, c'est dans la tête », où on veut justement donner le maximum, mais créer de la motivation intrinsèque à l'enfant pour qu'il puisse se prendre en main par lui-même et développer les qualités qu'on aura besoin de lui dans un monde futur d'adultes responsables et aimants. On a parlé beaucoup, un petit peu plus tôt dans l'entrevue, de l'entraîneur qui est un parent, en fait, dans un monde parfait. On va dire qu'on a tous les entraîneurs nécessaires et qu'on n'a pas nécessairement besoin des parents. Est-ce que vous approuvez ça d'avoir un parent qui est entraîneur d'un fils ou ça serait quelque chose qu'il faudrait proscrire dans un monde parfait? Dans un monde parfait, ce serait qu'on puisse rémunérer nos entraîneurs et on puisse exiger à ce moment-là un travail bien précis avec eux.
C'est pas le cas parce que c'est des gens qui sont bénévoles. Donc, quand on a du bénévolat, il faut aussi être conscient que ces gens-là le font par bonne intention, mais ils n'ont pas la formation nécessaire. On aimerait bien que ce soit tous des éducateurs physiques, des joueurs qui ont une formation en pédagogie, mais c'est utopique, ça n'arrivera pas. Donc, si c'est un parent qui le fait, comme je disais tantôt, c'est important que ce parent-là fasse un pas derrière et dire, OK, aujourd'hui, est-ce que je suis plus difficile avec mon fils parce que c'est mon fils? Est-ce que je suis un fan de mon fils? Donc, est-ce que je suis quelqu'un qui voit mon fils puis je le mets plus haut qu'il est vraiment? Et en bout de ligne, est-ce que la performance est si importante que ça? Ou est-ce qu'on veut que l'enfant se développe justement en ayant des erreurs, des échecs, puis en surmontant ça, puis en devenant quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui ne va pas abandonner aussitôt qu'il y a un échec? En tout cas, vous parliez des besoins de psychologie, peut-être que des entraîneurs. On en a déjà une bonne base avec vous. Merci beaucoup, M. Guimond, de votre présence. Merci beaucoup, Jasmin. Cette semaine à la question quiz. Au cours de sa carrière de près de 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey, Francis Bouillon a effectué 2 séjours avec 2 organisations différentes, les seules pour lesquelles il a évolué dans la Ligue nationale. De quelles équipes s'agit-il? Est-ce que c'est A, le Canadien et l'Avalanche, B, Canadiens et Flyers, ou C, Canadiens et Predators? La réponse après la pause. La réponse C, Canadiens et Predators. Francis Bouillon n'a évolué que pour les Predators et le Canadien au cours de sa carrière dans la LNH. Après un premier séjour avec le Tricolore en 99-2002, il quittera pour 4 matchs avec les Predators en 2002-2003. Avant de revenir à Montréal jusqu'en 2008-2009. Il poursuivra ensuite les 4 prochaines saisons à Music City de 2009-2010 à 2011-2012, avant de revenir avec les Canadiens et terminer sa carrière. On l'a d'ailleurs récemment rencontré dans le cadre du segment « Parcours vers la LNH ». Moi, j'ai grandi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal, puis j'ai toujours joué pour la même organisation. J'ai commencé à patiner à l'âge de 3 ans. Novice, Atome, Pee-Wee, Bantam, j'ai toujours été pour la même organisation. Puis c'est une organisation qui est encore active aujourd'hui, puis je supporte énormément cette organisation-là. Une année marquante, j'en vois pas vraiment une de marquante, mais c'est sûr que quand tu veux évoluer au niveau midget 3, il faut que tu aies une bonne saison quand je suis dans le Bantam. Puis ma dernière année Bantam 2A, je pense que j'avais eu une bonne saison. Mais j'ai jamais été un joueur vraiment qui ressort du lot en étant dans le hockey mineur. J'ai toujours été un joueur qui s'adapte bien à la situation, aux prochaines étapes. Puis c'est de même que j'ai réussi à continuer puis à grimper les échelons. J'allais à l'Arena Préfontaine dans le temps, puis je me souviens, on allait même patiner là avec l'école dans les périodes d'éducation physique. Le prof nous emmenait patiner à l'Arena Préfontaine. Moi, j'étais tout le temps le premier à mettre mes patins, le premier sur la glace, le dernier sorti. Fait que c'est une aréna pour moi qui est marquante. Puis aujourd'hui, doublement parce qu'elle apporte, c'est rendu l'Aréna Francis Bouillon. Comme j'ai dit, les obstacles difficiles que j'ai eu à surmonter, ça a été plus dans la continuité à partir du midget. Je te dirais que là, peut-être junior aussi, quand tu te fais pas repêcher, tu as beaucoup de down, tu es très déçu de ces moments-là. Mais dans le hockey mineur, je pense que je l'ai pas vu vraiment. C'est sûr qu'il y a beaucoup de parents qui disaient qu'à un moment donné, je grimpais les échelons, Pee-Wee, Bantam, puis le monde me disait, à un moment donné, ça va s'arrêter parce que sa grandeur, il réussira pas à faire la prochaine étape. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour moi, je continue toujours à m'adapter au prochain niveau, puis je réussissais à continuer de grimper les échelons. La meilleure leçon que j'ai appris dans mon hockey mineur, c'est... je te dirais plus que je l'ai appris aujourd'hui. C'est les jeunes sportifs d'Hochelaga dans le temps, qui est JSH, redonnaient beaucoup, aidaient les jeunes pour jouer au hockey en redonnant de l'équipement de hockey, en aidant les familles, parce que Hochelaga-Maisonneuve, c'était pas les familles les plus fortunées. Puis moi, de mon côté, on était une famille de la classe très, très, très moyenne. Puis ma mère, elle a eu beaucoup d'aide pour que ses enfants jouent au hockey. Alors, moi, je retiens que JSH nous en donnait beaucoup. C'est pour ça qu'après, moi, quand j'ai réussi à jouer dans la Ligue nationale, j'ai eu pendant 15 ans un tournoi de golf avec les jeunes sportifs d'Hochelaga pour remettre encore à l'organisation. Puis, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Puis, quand on a la chance de redonner, mais c'est payback, il faut redonner. Mais moi, mon rêve a toujours été,
Sans aucun doute, c'est le Canadien de Montréal qui était mon équipe. Je jouais dans la cour d'école, dans les ruelles avec mes chums, puis on avait tout l'uniforme du Canadien. Mais j'aurais toujours rêvé que Raymond Bourque vienne jouer un jour pour le Canadien. Moi, si Raymond, c'était mon idole, mais malheureusement, il jouait pas pour la bonne équipe. Fait que j'aurais aimé voir Raymond avec l'uniforme du Canadien un jour. C'est drôle, j'ai commencé en étant gardien de but à l'âge de novice, où j'ai pas commencé gardien de but, mais à un moment donné, j'ai voulu l'essayer. Fait qu'il y a une année que j'étais gardien de but. Mais je me souviens pas d'avoir joué en avant. J'ai juste des souvenirs d'avoir été gardien de but une année, puis j'ai toujours été à la défense. Ouais. Mais c'est toujours le même conseil que je donne. Moi, je suis le meilleur exemple pour ça. Faut pas que tu te décourages, c'est de croire en tes moyens. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent se rendre, mais ils mettent pas les efforts pour. Fait que c'est de croire en tes rêves. Puis c'est pas juste dans le hockey, c'est dans n'importe quelle discipline que tu veux atteindre le plus haut niveau. C'est de travailler fort, de croire en soi, puis si ça n'arrive pas, au moins ou plus tard, t'as pas de regrets. Moi, c'est toujours ça que je m'ai dit en étant professionnel. Je me dis, moi, la chose qui j'aurais plus de misère, c'est-à-dire avoir su, j'aurais dû faire ci, avoir su, j'aurais pris cette direction-là. Moi, aujourd'hui, j'ai une belle carrière, puis c'est important pour moi de ne pas avoir de regrets. Bonjour, ici Donald Odette. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. On est en compagnie cette semaine de Thomas Bordelot, attaquant pour les Phoenix du Collège Esther Blondin, qui est un des bons espoirs pour le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette année. On va faire un petit peu le point sur ta saison. Thomas, tu es un des rares qui a joué à 14 ans dans le Midget 3 l'an dernier. Quel genre d'évaluation tu fais de cette deuxième saison maintenant que tu connais un peu plus le circuit? Je pense que c'est sûr que l'année passée, c'était une adaptation. Puis là, cette année, j'ai un plus gros rôle dans l'équipe. J'ai plus de temps de glace, je suis plus en contrôle de la rondelle. Puis j'essaie juste d'être un bon leader pour l'équipe puis essayer d'amener ma game à un autre niveau. Tu parles de l'expérience que tu as. Tu as 15 ans, mais tu es déjà un vétéran, en fait, dans cette ligue-là. Te considères-tu comme un vétéran dans ton équipe? Es-tu un dessus vraiment qui détonne, même si les autres ont à peu près ton âge, finalement, parce que tu étais là un an d'avance, toi? Oui, je pense que l'expérience joue un rôle quand même important là-dedans. Puis en même temps, j'essaie juste de montrer aux nouveaux, je peux pas dire aux plus jeunes vu que j'ai la même âge, mais aux nouveaux de ce qui s'en vient puis comment dealer avec ça. Quel genre d'attaquant tu te décrirais? Tu as eu un excellent début de saison au niveau des points, des statistiques. Tu es un des meilleurs compteurs du circuit Midget 3 du Québec. Comment tu te décrirais? Un joueur qui peut scorer autant qu'il peut faire des passes. Joue bien ses 200 pieds de la glace. Je force ses face-off. Ma force, c'est pas mal mon patin. Puis j'essaie de me concentrer sur ces aspects-là de ma game pour que ça aille bien. Un très bon joueur de hockey, une bonne tête de hockey, un bon hockey sense, un très bon patineur. Fort sur... même s'il n'est pas gros, il est fort des jambes. Son équilibre est extra, très, très bonne. Et puis, il a des très bonnes mains aussi. Arrives-tu à te comparer un peu à un style d'attaquant ou un style de joueur en particulier au niveau des professionnels que tu aimes regarder? J'aime beaucoup Austin Matthews, même s'il a eu un gabarit pas mal plus gros que je ne vais jamais avoir. Mais c'est ça, c'est pas mal lui. Je veux te parler un petit peu de l'ADN de ta famille. Thomas, il y a quelque chose de spécial avec toi. Ton père a joué au niveau des professionnels, ton grand-père a joué également, ton grand-père est ton entraîneur maintenant. Vous avez vraiment un ADN de sportif et même de hockeyeur dans votre famille. Ouais, c'est sûr que c'est le fun. Tu sais que ton père et ton grand-père ils l'ont fait avant toi, fait que ça te donne une petite drive de plus, puis ça te donne le goût encore plus d'arriver à faire ce qu'ils ont fait. L'année dernière, c'était facile parce qu'il avait 14 ans, c'était sa première année. On avait Poulain, on avait Parent. Il était un petit peu dans l'ombre, même s'il y a eu presque 1 point par match l'an passé. Puis cette année, là, il y a un petit peu plus de responsabilité. Il joue plus souvent. Mais quand même, il a eu un bon début de saison. Même, il est des premiers marqueurs de la Ligue. Constates-tu que c'est un avantage que tu as peut-être sur d'autres qui n'ont pas vécu cette réalité-là nécessairement, mais le prends-tu vraiment comme un avantage ou c'est quelque chose sur lequel tu fais abstraction vraiment? Pour moi, le seul avantage qu'il y a, c'est qu'ils sont tout le temps là pour me donner des conseils puis m'aider. C'est sûr que c'est tout le temps bon. Ils sont à chacune de mes games, fait que, ils ont 2 points de vue différents, puis ils peuvent me dire les aspects de la game qu'ils ont trouvé moins bons ou meilleurs. Fait que je pense que c'est pas mal l'une des seules choses que je peux me fier dessus. Y a-t-il quelque chose qu'on peut te souhaiter d'améliorer d'ici à la fin de la saison, d'ici au repêchage? Sur quoi tu veux travailler? Ma constance. Chaque période, chaque chiffre, je vais essayer d'être à chaque fois à planche pour, encore une fois, amener ma game à un autre niveau.
Bien, merci beaucoup tout le monde. On va vous souhaiter une bonne chance pour le reste de la saison. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Cette semaine, à la chronique équipement du Trio Hockey, on rejoint encore une fois notre spécialiste Éric Dupont, qui va venir nous parler cette semaine d'un accessoire qui est en constante évolution depuis un certain temps. Tu te souviens-tu, à une époque pas si lointaine, les joueurs arrivaient à l'aréna, les bâtons dans une main et la poignée de leur sac dans l'autre, puis on pouvait les entendre arriver de très, très loin. Oui, mes gars ont vécu ça dans leur début au hockey mineur. Nécessairement, c'était pas la façon la plus discrète de se rendre à l'aréna. Mais d'un autre côté, ça rendait la tâche plus facile de la porter pour eux et un peu pour nous autres aussi. Aucun doute là-dessus. Mais maintenant, il y a une tendance qui revient au sac contraint sur notre épaule. C'est souvent le sac pro maintenant, comme dans la Ligue nationale, qui devient de plus en plus populaire. C'est quoi les nouvelles tendances qu'on va découvrir présentement? Les sacs, mais vraiment les sacs les deux populaires qu'on vend en magasin, c'est les sacs pro de CCM et de Warrior. Le modèle de sac pro est sans contredit le plus populaire sur le marché à l'heure actuelle. C'est un grand sac avec beaucoup d'espace, mais qui est surtout facile à transporter, beaucoup plus que dans le passé. On peut même, sur certains modèles, y ajouter le logo de votre équipe, aussi disponible dans une multitude de couleurs dans la plupart de nos magasins. Moi, j'adore ça. Il n'y a rien de plus fun pour un jeune de démontrer la fierté et son appartenance à son équipe à bas âge. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est une excellente initiative de la gamme Pro. Maintenant, est-ce qu'on regarde, chez les gardiens, est-ce que c'est la même chose pour eux aussi? C'est un petit peu différent parce que, comme tu sais, Denis, l'équipement de gardien est gros, encombrant et plus compliqué à transporter. Donc, les gardiens vont encore opter la plupart du temps pour un sac avec des roues. Le premier modèle qu'on va parler, c'est le sac CCM Pro pour gardien qui est muni de 3 roulettes tout-terrain. De plus, il a été conçu de poignées renforcées avec des pochettes intérieures. J'aime bien cette idée-là parce que souvent, on voit les gardiens de but avec les jambières sur une épaule. J'imagine très mal être capable de lever le reste de l'équipement, un gros sac très lourd sur l'autre épaule, évidemment. Avec des roues, ça rend la tâche beaucoup plus facile. Il y a Under Armour également qui propose quelque chose d'intéressant. Under Armour propose un sac, mais ce n'est pas un sac d'équipement de hockey. C'est plus un sac pour emmener au gym. Il a été conçu de plusieurs pochettes, en plus d'être léger, ce qui est véritablement un plus lors des nombreux va-et-vient du joueur. C'est une excellente idée. C'est certain que moi qui vais régulièrement au gymnase s'entraîner, je vais prendre le temps des pieds, évidemment, ce sac-là, pour me le procurer moi-même. Maintenant, est-ce que tu as quelques conseils d'achat à nous proposer pour les gens à la maison? Premièrement, est-ce qu'on aime mieux avoir un sac avec ou sans roue? La taille de ton équipement, l'âge du joueur, il y a plein de facteurs importants à considérer. Aussi le budget. Il y a des sacs qui varient de tous les prix. Donc, c'est important de faire encore une fois le bon choix. Puis nos spécialistes en magasin sont là pour vous conseiller. Merci beaucoup encore une fois de ton temps et de ton expertise. Et nous, la semaine prochaine, à la chronique équipement du Trio Hockey, on parle de sous-vêtements. Ici Anthony Beauvillier des Islanders de New York. Regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. De retour avec nous cette semaine, Alexandre Jacques. Alexandre, tu veux nous parler d'approche au porteur comme on l'a fait dans le passé, mais une situation bien particulière cette semaine. Exactement. On va simuler une situation d'approche au porteur en espace restreint. Donc, encore une fois, on va voir si les jeunes ont bien appris lors de nos dernières capsules ensemble et on va les placer dans une situation où la prise de décision va arriver plus rapidement. Donc, ça va être à eux de bien mettre en pratique ce qu'ils ont vu avec nous lors des dernières capsules. Excellent. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour l'exercice qui suit, on va changer la situation. On va les mettre dans une situation de compétition, mais qui va débuter avec une approche au porteur. Effectivement, donc on veut voir si les joueurs, lors de nos dernières séances ensemble, ils ont bien appris, bien assimilé l'approche au porteur. Donc, on va les placer dans une situation de compétition. Et aussi, c'est un bon exercice pour les entraîneurs au hockey mineur où des fois sont confrontés à avoir une demi-glace seulement pour faire leur pratique. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire pleine glace autant que demi-glace comme on va faire aujourd'hui. Okay. Les gars sont prêts? Alors, je te laisse Excellent. aller. Vous êtes prêts, les boys? C'est parti. Excellent. Donc, on veut bâton vers le centre de la glace. Excellent. On y va suivant. C'est parti. Encore une fois. Le joueur en approche au porteur ne doit jamais ralentir, il veut garder sa vitesse. Sur la situation qu'on vient de voir, peut-être un mauvais palette à palette, ce qui a permis aux joueurs offensifs de couper vers le centre de la glace. C'est parti, suivant.
Excellent. Bâton vers le centre. 2 mains sur le bâton. Excellent. Donc, dans la situation, on vient de voir aucun problème. Le joueur en approche avait conservé le porteur de la rondelle le long de la bande. On y va une dernière fois, 1 contre 1. Bon bâton. Palette à palette, c'est excellent. Excellent. Alors, on a vu jusqu'ici l'exercice 1 contre 1. Maintenant, on peut progresser à plus que ça. Oui. Donc, comme tu viens de dire, 1 contre 1, zone restreinte. On peut le faire à 2 contre 2, zone restreinte, 3 contre 3. Et aussi, comme on a dit préalablement, on peut s'en servir pleine glace. On pourrait en venir à le faire 4 contre 4 et même 5 contre 5. Dans le cas ici, on va y aller à 2 contre 2. On reprend ça, c'est parti. On y va. Encore une fois, on veut que le premier joueur effectue une bonne approche au porteur. Par la suite, on joue 2 contre 2 en bas de zone. Excellent. Donc, ce qu'on veut créer aussi une compétition au sein des joueurs, on commence avec l'approche au porteur, par la suite, ça devient un match 2 contre 2. On reprend ça, les 2 suivants, on est prêt, c'est parti, go! Encore une fois, premier joueur, approche au porteur, termine devant le porteur. Donc ici, on arrête ça les boys. On arrête ici. Donc, sur l'approche au porteur, ce que j'aurais aimé voir de mieux, c'est que tu termines devant le joueur. Donc, ce qui est arrivé en ne terminant pas devant le joueur, on a permis de progresser avec la rondelle. C'est ce qui a fait que l'équipe offensive a gardé possession de la rondelle. On va le reprendre une dernière fois, mais l'accent sur terminer devant le joueur et de l'empêcher de progresser avec la rondelle. OK? On reprend ça. Donc, c'est parti, les 2 mêmes joueurs. Hop! Excellent, termine devant le joueur. Bien fait. Excellent. Super travail, Alexandre. Tout au long de la saison, tu as parlé de l'importance de l'approche au porteur. Dans tes yeux, à toi, qu'est-ce que ça vient amener dans un match? Extrêmement important. Pour que les équipes soient efficaces et puissent avoir un bon temps de possession de rondelles, c'est primordial d'être bon en approche au porteur. Donc, c'est une facette du jeu souvent qui est négligée, qu'on doit travailler davantage au hockey mineur. Donc, c'est pour ces raisons-là que les 3 capsules qu'on a faites ensemble, on a mis l'accent sur l'approche au porteur. Un gros merci, Alexandre. Vas-y. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Voilà qui conclut une autre émission de Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on aura pour vous le parcours vers la LNH du fougueux attaquant des Sénateurs, Gabriel Dumont. Eve Crépeau nous parle de nutrition chez les adolescents et le segment Sur la glace avec Ramzi Abid. Tout ça et beaucoup plus à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.